Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Alors, bienvenue au webinaire. Est-ce qu'un des participants pourrait m'indiquer si vous m'entendez bien? Si le son est bon, est-ce que vous pourriez... Voilà, merci Roxane, hein, parce que c'est un bon moyen de vérifier que vous m'entendez, parce que j'ai un micro pour éviter les bruits de fond. Donc, bienvenue pour le deuxième webinaire des Ecos Concept. Aujourd'hui, nous allons voir la gamification pédagogique. Donc, nous sommes ensemble pendant 45 minutes. Le principe, c'est que j'ai prévu une présentation et puis, au fil de ma présentation, vous pourrez interagir dans le chat. Vous avez aussi, si vous regardez à droite dans Livestorm, un endroit pour poser des questions, sachant que je ferai en sorte de répondre aux questions pendant ce webinaire, mais que n'hésitez pas à poser des questions pour que j'y réponde après. Et puis, ce qui va être important, c'est que je ne pourrai pas tout traiter aujourd'hui, mais vous donner les principaux éléments. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez voir le webinaire numéro 1 qui est disponible en me suivant sur LinkedIn ou sur notre plateforme YouTube, qui concernait comment renforcer les formateurs et concepteurs pédagogiques internes. Donc, j'ai choisi de traiter la gamification pédagogique. Ah, bonjour, je n'ai pas de son. Alors, j'ai un nouvel ordi et je n'ai pas de son. Donc, a priori, voilà, merci Thibaut. Si vous n'avez pas de son, c'est étonnant. Alors, sachant que ce webinaire va être enregistré et que vous pouvez, sur la plateforme Livestorm, en haut à droite de l'endroit où se trouve une présentation, vous avez un endroit pour cliquer et pour télécharger ma présentation. Comme ça, vous pourrez après la regarder. Donc, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce sujet? C'est qu'actuellement, il y a une demande, et pour moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Il y a une demande d'avoir des formations plus ludiques. Alors, je regarde dans mon micro, tout va bien, plus agréables, plus efficaces. Mais ce que je constate, c'est que il y a beaucoup de mauvaises utilisations. Soit les jeux sont trop ludiques, soit il n'y a que du jeu. Enfin, en tout cas, c'est important de prendre du recul sur cette utilisation efficace. Ma présentation va être en 7 grandes étapes. Donc, qui sommes-nous? C'est quoi la gamification, les activités ludiques qu'on peut utiliser, les grandes familles de jeux, les apports, et puis les conditions de réussite de la création d'un jeu. Ah, je vois qu'il n'y a pas de son. Est-ce que... Voilà. Merci Mathieu. Donc, fermer la fenêtre et la rouvrir a fonctionné pour moi, dit Mathieu dans le chat. Donc, je vais continuer. Donc, je vois qu'il y a une question. Bonjour, y aura-t-il un replay? Oui, absolument. Le replay sera disponible, le replay, ou le replay sera disponible après cette présentation. Alors, donc, juste en préambule de ma présentation, j'ai fait un choix. Aujourd'hui, je vais parler principalement de la gamification pédagogique pour la formation des adultes et plutôt en présentiel, c'est-à-dire quand on est avec des personnes et dans des formats courts, c'est-à-dire on a les apprenants pendant quelques heures, quelques jours. Comment peut-on utiliser la gamification pédagogique pour développer les compétences? Je vais bien évidemment faire l'impasse sur le game design, la gamification spécifiquement pour le digital learning et la gamification pour les enfants et les ados. Et tout ce que je vais dire va concerner le fait d'utiliser le jeu dans un moment court. Je ne vais pas parler de en quoi c'est intéressant pour le développement d'utiliser le jeu pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs années. Très bien. Alors, je continue. Alors, je me présente. Donc, je présente Ecos Concept. On est un cabinet conseil en formation qui existe depuis 1991. Et dès le début, on s'est dit que le jeu était vraiment un élément très important dans le développement des compétences. Et je vous ai mis en jaune nos impacts concernant la gamification pédagogique. On fait actuellement beaucoup d'accompagnement auprès de nos clients, mais cet accompagnement... il est lié au fait que nous animons beaucoup d'ateliers, de formations, de séminaires, ce qui nous permet d'avoir un retour extrêmement important concernant en quoi c'est utile, à quel moment ça fonctionne. On conçoit aussi beaucoup de modules de formation dans lesquels nous allons digitaliser, nous allons gamifier des éléments. Là, je suis un peu perturbé parce que je vois qu'il y a un problème de son, mais ne vous en faites pas. Si vous n'arrivez pas à avoir le son, vous aurez le replay.
Je pense que c'est lié à votre navigateur. Et donc, quand on est amené dans la conception pédagogique à gamifier, très souvent, le constat que l'on a fait, c'est que si la formation elle-même est mal construite, ce n'est pas un jeu qui rendra ça meilleur. Donc, on va voir que la gamification, c'est pas simplement l'utilisation du jeu, mais ça va être aussi, par moment, reprendre des principes du jeu pour améliorer une formation existante. Alors, en bas, je vous ai mis aussi le fait que nous intervenons dans le domaine du digital. Et quand, par exemple, quand j'ai créé 3 SPOC avec Youno, on a réfléchi à comment gamifier le parcours de façon à ce que les apprenants restent connectés et aillent au bout. Mais c'est vraiment une façon de faire particulière. Et puis en bas à droite, vous avez le social learning. Donc vous pouvez me suivre sur LinkedIn. Mais vous avez aussi, j'ai créé il y a 2 ans et demi un meet-up qui s'appelle Réinventer la formation en présentiel. Et une fois sur 2, j'aborde des sujets concernant la gamification. Et le prochain meet-up qui aura lieu fin juin sur Paris, on va traiter le jeu de rôle. Le jeu de rôle, le psychodrame, comment utiliser cet outil dans nos formations. Alors, je vous présente les clients avec lesquels nous travaillons, sachant que pour certains de ces clients, ils nous connaissent pour la gamification pédagogique et d'autres pour le fait qu'on intervienne par rapport à des sujets tels que la conduite du changement, le management et autres, et qu'on ne va pas utiliser la même gamification pédagogique dans la distribution, dans les services, dans l'industrie et selon les apprenants. Alors, d'abord, je vais vous proposer, ça va me permettre de regarder un petit peu si ça va. Je vous ai mis un peu de vocabulaire et je vais vous demander, d'après vous, en regardant les mots qui sont à droite et les définitions, de trouver quelle définition va avec quel mot. C'est très simple, chaque définition démarre par A, B, C, D, et je vous demande d'écrire dans le chat dans quel ordre vous pensez que ça répond à ludique, gamification, serious game ou jeu pédagogique. Si vous pensez que ludique, c'est un jeu utilisé pour former, votre code va démarrer par B. Donc, je vous laisse quelques secondes pour noter votre code. Est-ce que c'est ABCD, DCBA? Donc, à vous de retrouver quelle définition va avec quel mot. Alors, je regarde, est-ce qu'il n'y a pas de son? Ça marche, ok. Donc, allez-y. Voilà, je commence à avoir les premiers retours. Alors, pour télécharger la présentation, Denis, a priori, en haut de votre écran, vous devez avoir un petit onglet où il y a marqué « Télécharger ». Mais ne vous inquiétez pas, si vous n'y arrivez pas, je rendrai disponible ma présentation après. Ah, je vois qu'il y a des personnes qui… Voilà, donc… effectivement, ludique, ça va être qui permet de s'amuser, qui est l'ordre du jeu. La gamification, ça va être l'utilisation des mécanismes du jeu, on va voir ça après. Et le jeu sérieux, c'est un jeu qui combine et une intention sérieuse. Alors, tous les jeux sérieux ne sont pas des jeux pédagogiques, ça peut être des jeux de communication, ça peut être des jeux avec des ressorts ludiques. Et le terme jeu sérieux a été popularisé à partir des années 1970. Donc, attention, actuellement, beaucoup de personnes utilisent le jeu sérieux pour des jeux vidéo sérieux, mais un jeu sérieux n'est pas forcément vidéo. Et enfin, un jeu pédagogique, ça va être un jeu utilisé pour former. Donc, je vais me focaliser sur la gamification pédagogique. Et donc, la gamification, c'est l'utilisation des mécanismes, de l'esthétisme et de l'esprit du jeu dans un contexte autre que le jeu. Et on peut retrouver 3 grands types de gamification. Vous avez la gamification marketing. Comment, grâce à ces éléments, à ces mécanismes, je vais fidéliser les clients. Vous achetez 9 produits, le 10e est offert. Vous gagnez des points pour accéder à des avantages. Vous avez ensuite la gamification jeu vidéo. Le jeu vidéo, c'est une activité, créer un jeu coûte extrêmement cher. Et donc, il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites sur comment faire en sorte de fidéliser les joueurs et les amener à payer tous les mois un abonnement. Alors, on va s'en servir, nous, en gamification pédagogique, mais ce n'est pas pour les mêmes objectifs. Et enfin, vous avez à droite la gamification pédagogique, et on va se servir de la gamification pour augmenter les effets des actions de formation. Alors, si je regarde la gamification pédagogique, et moi j'aime bien cette courbe d'effet de mode, dans chaque élément nouveau, nous avons le point 0, ça arrive, je ne connais pas, je découvre, puis le point 1,
Finalement, ça a l'air bien. Tiens, qu'est-ce que c'est? Le point 2, c'est ah, c'est formidable, c'est génial, il faut en mettre partout. Le point 3, c'est ouais, bon, ça dépend des cas. Le point 4, c'est finalement, ça sert à rien. Le point 5, c'est d'accord, ça sert à condition de. Et le point 6, c'est j'ai compris à quel moment c'est utile et à quel moment on ne va pas s'en servir. Donc j'aimerais savoir, vous concernant, pour avoir un peu une idée de mon audience, où vous en êtes par rapport à la gamification pédagogique. Donc répondez, mettez un numéro. Pierre 5, d'accord, excellent. 2. Alors Denis dit, je suis formateur, donc 6. Alors ça veut dire juste que vous avez suivi le chemin et que vous êtes passé par la phase de désillusion. Donc effectivement, moi je suis à la phase 6, et quand j'ai démarré en 1991, j'ai démarré en utilisant le jeu de rôle. Et si on retrouve, moi je les ai un peu cachés, mais si on retrouve les communications de l'époque, nous disions à nos clients, on était à l'étape 2, on disait formidable. En faisant du jeu de rôle, vous allez voir, vos commerciaux, vos managers vont progresser, c'est formidable, c'est génial. Et c'est vrai qu'à la fin des formations, nos apprenants trouvaient que c'était bien. Sauf que travaillant pendant plusieurs années avec des clients, je me suis rendu compte, en les revoyant après, qu'ils en gardaient un très bon souvenir, mais ce n'est pas pour autant qu'ils avaient progressé. Et en avançant dans ma pratique, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qu'on devait augmenter, qu'on devait rajouter, et qu'à certains moments, c'était intéressant d'utiliser la gamification pédagogique, et à d'autres, c'était moins intéressant. Donc, tout ce que je vais vous dire maintenant est lié à ma pratique, mais ce n'est pas pour autant que j'ai raison, et tous les jours j'apprends, et tous les jours je remets en question mes propres pratiques. Alors, quand on va parler de gamifier une formation, durant ce webinaire, je vais parler de 3 points différents. Les briques que je vais vous présenter. Ensuite, comment on développe les compétences, et on va aller s'appuyer sur les retours de la gamification jeu vidéo, parce qu'effectivement, quand on démarre un jeu vidéo, on apprend des choses nouvelles, et puis on va aussi tirer enseignement de la gamification marketing pour identifier comment assurer la progression dans le parcours. Alors, je vous ai posé une question sur où vous en étiez par rapport à votre utilisation de la gamification pédagogique. Maintenant, je voudrais savoir, actuellement, dans votre pratique en tant que formateur, comment vous vous sentez? Alors, j'ai repris des éléments qu'on retrouve dans le jeu vidéo. Si vous êtes à 0, vous êtes un noob. Dans un jeu vidéo, un noob, c'est quelqu'un qui ne connaît rien, qui ne comprend rien, qui pose des questions, qui débute, etc. Le niveau 1, c'est le newbie, c'est le rookie. Il débute dans le jeu. Le niveau 2, c'est quelqu'un qui joue de temps en temps. Le niveau 3, c'est un joueur qui joue régulièrement. Le niveau 4, c'est un joueur qui joue beaucoup. Et le niveau 5, c'est soit le no-life, qui joue trop, ou le pro-gamer, qui en fait son usage. Si je regarde votre pratique pédagogique actuelle, dans vos formations, vous êtes plutôt où? Parce que vous pouvez être dans une progression par rapport à la courbe qu'on a vue tout à l'heure et par rapport à un usage. 1, 2, 3, 1... Excellent. Donc, mon objectif aujourd'hui, ce n'est pas de vous amener à 5, mais c'est peut-être de vous faire grimper d'un cran. Excellent. Excellent. Alors, je continue ma présentation. Donc, un des points importants, et je vais vous faire une présentation rapide de ce qu'on appelle les briques ludiques. Dans les briques ludiques, l'intérêt majeur des briques ludiques, et j'ai repris les 4 leviers de l'apprentissage de Stanislas Dehaene, c'est que le jeu ou le principe du jeu est vraiment très intéressant pour l'attention des apprenants. Sauf qu'on va le limiter parce que si on crée des jeux trop jeux, on va capter toute leur attention au détriment de l'apprentissage. Pareil pour l'engagement actif. Plutôt que d'avoir des apprenants passifs, on va les engager dans la formation. Mais attention, si je cours partout, si je suis en train de jouer, je suis engagé physiquement. Ce qu'on va rechercher, c'est l'engagement cognitif. L'intérêt du jeu, c'est que ça permet aussi d'avoir des retours d'informations. Je crois savoir, grâce à un quiz, on va pouvoir me faire prendre conscience que peut-être je ne sais pas autant. Et on a aussi l'aspect consolidation, c'est que le jeu permet de réactiver, de faire en sorte qu'on utilise ce qu'on a vu. Donc, les briques ludiques sont vraiment très importantes dans le développement des compétences, mais on va voir les conditions de réussite. Et si on regarde dans les briques ludiques, je vous ai listé ce que moi j'appelle les activités ludiques et qui sont très importants à connaître en tant que formateur.
On peut les utiliser seuls. Le quiz, c'est très bien. Les jeux de cartes, actuellement, c'est à la mode. Il y a beaucoup de cartes qu'on va manipuler. Hein. Par exemple, je vous avais mis dans LinkedIn que j'avais acheté des cartes grand format en mousse. On peut utiliser un jeu de cartes. Alors, ce jeu de cartes peut servir à faire des groupes. Je distribue de façon aléatoire des cartes et je vais dire tous les 9 vous mettez ensemble ou tous les carreaux vous mettez ensemble. On peut aussi mettre des éléments sur les jeux de cartes, les mélanger et demander à des apprenants de les remettre ensemble, de mettre les cartes dans l'ordre. On a aussi les jeux de rôle, on a aussi tout un tas d'éléments et on peut tout à fait avoir une pédagogie gamifiée en utilisant à certains moments ces points-là. Alors, les jeux cartes, par exemple, sont assez connus. Thierry en parle beaucoup, les frame games. On a aussi tout un tas d'éléments. Les Lego sont à la mode et on peut utiliser les Lego aussi bien comme une activité, finalement, vous allez construire quelque chose avec des Lego, que le Lego Serious Play. Et donc, ce qui va être important, c'est de se dire qu'après, quand on va créer un jeu, on va mettre certaines de ces activités dans les jeux. Et quelquefois, par exemple, donner un tableau avec des cartes que les apprenants vont poser, à partir du moment où ils échangent, où ils ont à se mettre d'accord sur quelle carte va à quel endroit, ça peut être une activité ludique extrêmement puissante. Après, on va monter d'un cran et on va se dire, à ce moment-là, je souhaite que les apprenants jouent. Parce que dans l'activité ludique, on va créer un process, il n'y a pas forcément de jeu. Si je distribue des cartes et que je demande aux apprenants de les mettre dans l'ordre, c'est sympa, mais c'est pas forcément extrêmement ludique. Là, dans un jeu, je vais mettre un challenge. Il y a des points à gagner, il y a un résultat à obtenir, il y aura peut-être une équipe qui va réussir par rapport aux autres. Et dans ce monde des jeux pédagogiques ou serious game, et on peut utiliser les deux, même si je pense que les puristes vont faire une différence. Je fais une différence, mais aujourd'hui, pour moi, je vais parler de la même manière. On va retrouver différents types de jeux pédagogiques qu'on va utiliser. Alors, la différence, elle va être notable entre j'utilise un jeu pour jouer ou j'utilise un jeu dans ma pédagogie. Il y a des jeux qu'on va utiliser pour le plaisir et ce sont souvent des jeux dans lesquels il y a une courbe d'expérience. Un bon jeu que vous achetez dans le commerce ou dans un magasin spécialisé, son objectif, c'est que vous puissiez rejouer. Son objectif, c'est que plus vous allez jouer, plus vous allez vous améliorer. Et puis le temps va être plus ou moins long. Alors qu'un jeu pédagogique, c'est un jeu qu'on va utiliser à un moment dans la formation pour un objectif de transfert, d'utilisation ou de développement. Il y a assez peu de courbes d'expérience dans les jeux pédagogiques. D'ailleurs, la plupart des jeux pédagogiques, quand on les rejoue, il y a moins d'effets, sauf s'ils ont été créés pour être rejoués. Ce qu'on va aussi éviter, c'est pour ça que je déconseille d'utiliser des jeux du commerce, c'est que si vous utilisez un jeu existant, il y a un risque majeur que dans le groupe, vous ayez ce qu'on appelle l'effet gamer ou leader. Vous prenez un jeu du commerce, vous prenez un jeu existant, et si vous avez dans votre groupe d'apprenants quelqu'un qui connaît bien ce jeu, il y a un risque qu'il se mette à jouer et qu'il dise aux autres ce qu'il y a à faire. Donc on va effectivement, il y a un type de jeu très intéressant qu'on appelle le serious gaming. On va prendre un jeu existant et on va prendre des éléments de ce jeu. Alors par exemple, Dixit est un jeu qui est très utilisé dans le principe du photolangage. Je prends les cartes de Dixit, je les mets sur la table et puis je dis voilà, chaque apprenant, prenez la carte qui représente d'après vous le manager ou la conduite de projet. L'intérêt, c'est que les cartes permettent d'échanger. Prendre les mécaniques du Cluedo, vous devez retrouver qui a tué qui dans quelle salle, vous devez retrouver quel outil va avec quelle situation, est un très bon moyen de faire en sorte que les gens qui connaissent ce jeu aient une facilité à utiliser cette mécanique. Après, comme type de jeu, vous avez ce que moi j'appelle le jeu prétexte. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un jeu prétexte? C'est un jeu dans lequel le système de jeu ne sera pas débriefé. Vous lancez un dé, vous tirez une carte, vous gagnez des points, vous déplacez sur le plateau de jeu. C'est un prétexte pour répondre à des questions, avoir des épreuves. Trivial Pursuit est un jeu prétexte. Bon, c'est un mauvais jeu pédagogique parce qu'il est sans fin, c'est que de la connaissance, mais c'est un jeu prétexte. Et on va jouer en équipe et on va essayer d'accumuler des points, on va essayer de répondre à des énigmes. Vous avez après le jeu prétexte individuel. Je suis sur mon smartphone, je réponds à un quiz.
On a créé il y a des années la puce à l'oreille. C'est un jeu à gratter. On reçoit un carnet et chacun individuellement essaie de trouver la bonne réponse par rapport à différents choix. C'est un jeu très intéressant pour préparer une formation ou pour réactiver ce qui a été vu. Attention, il y a actuellement beaucoup d'outils qui sont proposés avec des smartphones ou des tablettes. Alors, je vais en citer plusieurs, Klaxoon, Kahoot, Magency, etc. C'est intéressant, mais le risque, c'est de réunir des personnes dans une salle et puis de passer beaucoup de temps à être sur son ordinateur ou son smartphone, alors que finalement, ce qui sera intéressant, c'est de se tourner vers son voisin et sa voisine et de dire « Tiens, qu'est-ce que tu en penses ?» Donc, il faut vraiment, quand on les utilise, que ça ne vienne pas. Je suis devant mon écran et je le fais tout seul. Si vous avez 100 personnes, ce sont des outils super intéressants pour avoir rapidement un retour. Si vous avez quelques personnes, donnez une carte, donnez 3 cartes numérotées 1, 2, 3 et faire en sorte que les apprenants lèvent la carte ou lèvent leurs mains peut avoir un intérêt. Alors, bien évidemment, si on veut garder les réponses des apprenants, ce type de plateforme est super intéressante. Vous avez après ce qu'on appelle les jeux expérientiels, c'est-à-dire qu'on va faire vivre aux apprenants une expérience dans la salle et on va utiliser beaucoup les Kapla, les Lego, des objets qui vont permettre rapidement de vivre une expérience. Je vais revenir après sur l'importance d'exploiter ce type de jeu. Si on continue, vous avez le jeu de stratégie. Alors, le jeu de stratégie est un jeu qui demande un peu plus de temps que les autres jeux. On va choisir ce jeu parce qu'on veut faire vivre plusieurs tours, plusieurs moments. Là, vous avez, par exemple, je vous présente en haut à gauche un jeu que j'ai créé qui s'appelle Les Marchands de Venise. Et le principe, c'est qu'on va vivre ce que c'est que la négociation coopérative avec plusieurs tours de jeu dans lesquels des événements vont venir peut-être mettre en difficulté les alliances que vous avez créées. Ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est que ça permet d'illustrer le fait que ce que j'ai fait au tour 2 va avoir un impact sur le tour 5. Vous avez à droite un jeu qui s'appelle Polaris, qu'on utilise beaucoup en conduite de projet au démarrage, pour faire vivre pendant une demi-heure ce que c'est qu'un projet avant de le débriefer. Alors, ce sont des jeux à utiliser avec modération, parce que ce sont des jeux qu'on doit effectivement créer pour être légèrement gamifiés, mais pas trop. Ce type de jeu doit pouvoir s'adresser aussi bien à des joueurs qu'à des non-joueurs. Alors, je continue. Vous avez après, et c'est le dernier jeu que je vous présentais, ce que j'appelle le jeu fil rouge. C'est un jeu, finalement, qui n'a pas forcément une très grande puissance ludique. Le jeu que vous avez à gauche, qui est Cola City, c'est une histoire que l'on raconte et qui permet, à certains moments de la formation, de faire vivre dans la conduite du changement ce qui peut se passer dans une région. Vous avez à droite, par exemple, en bas, Mémoire d'éléphant, qui est un jeu qu'on va utiliser, par exemple, sur une journée, en mettant à l'intérieur plein d'activités variées, le plateau de jeu permettant de gagner des points. Mais il n'y aura pas forcément que du quiz, il peut y avoir des épreuves, il peut y avoir des jeux de rôle à réaliser. Donc, vous avez là, finalement, ce qu'on appelle les briques ludiques, et en tant que concepteur pédagogique, ça va être important d'aller choisir ce qui va être utile. Est-ce que pour l'instant, ça vous va? Est-ce que je ne vous ai pas perdu? Est-ce que globalement, avec ma présentation simplifiée, vous retrouvez des choses que vous connaissez? Alors, je regarde. C'est bon? OK. Alors, maintenant, la gamification et le développement des compétences, parce que le jeu est un moyen, mais ce n'est pas une finalité. Moi, ce que j'ai constaté au fil des années, alors, entre 1990 et 2000, j'étais beaucoup appelé pour concevoir des jeux. Maintenant, très souvent, je suis appelé par des clients qui me disent « on a créé des jeux, on a fait concevoir des jeux, mais le constat que l'on fait, c'est que finalement, ça ne marche pas tant que ça. » Et effectivement, ils ont raison, car il ne suffit pas de jouer pour apprendre. Et c'est un vieux joueur qui vous le dit, il ne suffit pas de jouer pour apprendre. Le risque, c'est qu'à la fin, on ait des apprenants qui disent on a bien joué ou on a trop joué. Et alors, je vois pas le rapport, ou j'aime pas le jeu. Et ils ont raison. C'est pas parce qu'on joue qu'il y a un miracle qui se produit, on fait oui, non, j'ai joué, donc. Et c'est là où on doit effectivement se dire, ça va être important de bien identifier les bénéfices de la gamification pédagogique. D'accord ?
Alors, oui, c'est important. Si vous regardez le modèle de Kirkpatrick, la réaction, c'est important. Qu'à la fin de la formation, ils disent c'était bien, on a passé un bon moment, c'est utile, c'est important. Mais ce qui va être important, c'est que la gamification pédagogique permette l'apprentissage, c'est-à-dire qu'ils aient compris, qu'ils aient vu, qu'ils aient appris, qu'ils soient capables de faire et qu'effectivement, il y ait un transfert, c'est-à-dire qu'il y ait un avant et un après, qu'on puisse mesurer que grâce à ce qu'on a mis en place dans le cadre de la formation, les apprenants ont bien été capables de faire et qu'ils l'ont fait. Or, si je passe toute la formation à jouer, à la fin, j'ai joué. D'accord ? Donc, on va effectivement travailler sur des résultats et on doit bien dissocier est-ce que le jeu est une finalité ou un moyen. Et trop souvent, moi, j'ai vu des programmes dans lesquels le jeu était la finalité. Quand moi, je joue un jeu avec des amis, mon objectif en jouant, c'est de devenir meilleur à ce jeu. C'est de découvrir un type de jeu. C'est de passer un bon moment. Par contre, quand on va l'utiliser en tant que moyen, ça va être pour réveiller les apprenants par un energizer, les amener à rentrer en contact par un brise-glace, aborder un sujet, s'entraîner, etc. D'accord ? Donc, on doit bien dissocier dans la gamification pédagogique, le jeu est un moyen pour. Ce n'est pas la finalité. Dans l'événementiel, pendant longtemps, et il y en a encore, il y a des jeux pour passer un bon moment, il y a des jeux pour créer du contact, mais quand on met 200 personnes qui jouent ensemble, on a passé un bon moment, mais ce n'est pas pour autant que le lendemain, on travaillera mieux ensemble. Et c'est très bien. Par contre, si on veut que le lendemain, ils travaillent mieux ensemble, on doit compléter le jeu par d'autres éléments. Alors, ce qui va être aussi important, et j'attire votre attention sur, dans la gamification, il n'y a pas que le quiz de connaissances. Il n'y a pas que le vrai-faux, il n'y a pas que le QCM. Pourquoi ? Si on prend la taxonomie de Bloom, le risque du QCM, c'est qu'on soit uniquement sur connaître, reconnaître. Le problème avec Trivial Pursuit en tant que jeu pédagogique, c'est que c'est un jeu qui est uniquement basé sur je sais ou je ne sais pas. Un bon jeu peut amener autre chose que savoir. Je vous montre un exemple. Moi, j'ai créé un jeu il y a des années sur le management au quotidien qui utilise le principe du quiz. Mais on présente une situation aux apprenants. Alors, ce jeu s'appelle La Hutte du chef. On présente la situation aux apprenants et puis un apprenant va jouer le rôle du manager dans une interaction. Et il s'appelle Cartier-Chix. Et un autre apprenant va jouer le rôle du collaborateur et il s'appelle Stylobix. On donne la fiche aux deux et ils interprètent devant le groupe cette situation. Puis ensuite, chaque équipe reçoit la même situation et on leur demande, quand vous regardez les répliques en gras du manager, et il y en a 11, lesquelles d'après vous sont malheureuses et pourquoi ? Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'au sein de chaque équipe, ils échangent sur, on trouve que, tiens, moi je trouve que la une est bien, non, elle n'est pas bien, pourquoi, comment ? Et puis ensuite, on les fait voter, combien d'après vous sont malheureuses, parce que là, ils vont gagner des points. Mais ce qui va être important, c'est qu'ensuite, on va débriefer, pourquoi vous pensez que la une est bonne et pourquoi pas, et qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et puis ensuite, on va proposer des suggestions de remplacement. Par exemple, on a vu que la première était pas bonne. Voilà, je vous présente 3 choix de réponse et je vous donne 1 minute dans chaque équipe pour vous mettre d'accord. Et là, on peut avoir un système de vote. Parce que ce qui va être important, c'est qu'on les a fait échanger et qu'on va ensuite leur proposer des solutions de remplacement. Et puis ensuite, on va continuer par des jeux de rôle. Maintenant qu'on a vu, par exemple, ce qu'il fallait faire, je vous propose qu'on reste dans le village gaulois et qu'on voit une situation dans laquelle vous devez motiver un jeune collaborateur à prendre une mission un peu difficile. Parce que le jeu permet effectivement de sensibiliser, mais c'est aussi intéressant de se servir du jeu pour mettre en situation. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le côté protecteur du jeu, on va jouer le chef des chasseurs de sangliers, par exemple, permet aux apprenants de tester dans le jeu une situation managériale, mais en étant protégés si jamais ils se trompent dans le jeu de rôle. Parce qu'on pourra débriefer en disant qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, sachant que ce cadre était décalé. Donc, quand on va se servir du jeu, on va se servir du jeu aussi pour pratiquer, pour s'entraîner, pour découvrir, et pas uniquement pour tester la validation des connaissances. Donc ça, c'était le deuxième levier. Donc ce qui va être important, c'est d'exploiter les apports du jeu. Et je vous ai mis la phrase de Tyagi. Alors,
j'ai fait son séminaire à Tiagui et on passe beaucoup de temps à apprendre comment se dit son nom. Donc, c'est Savasailam Thiagarajan, et il le dit bien, on n'apprend pas de l'expérience, on apprend en prenant du recul sur cette expérience. Donc, d'accord, je vais proposer un jeu, mais ce qui va être important, c'est le débriefing, c'est qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, puis ensuite les enseignements qu'on en tire, voir les apports qu'on va rajouter, et puis ensuite comment on va mettre en œuvre, comment on va s'entraîner avant de retourner à l'expérience. Donc on doit dans une formation avoir plus de temps d'exploitation et de transfert que de jeu. Souvent c'est une question qu'on me pose, combien de temps prévoir de jeu dans une formation? Je dirais 10, 15, 20, 30%, pas plus. Ce qui va être important, ça va être l'utilisation qu'on va en faire. Donc ça, c'était le deuxième levier, c'était l'importance d'utiliser la gamification pédagogique pour le développement des compétences et pas uniquement pour jouer. Alors maintenant, je vous propose d'aborder un troisième apport rapide qui est finalement le jeu vidéo. Quand on joue à un jeu vidéo, c'est intéressant parce que vous achetez votre jeu vidéo et puis vous allez apprendre. Or, on apprend progressivement dans un jeu vidéo. On apprend à se déplacer, puis on apprend à sauter, puis on apprend à rouler boulet, puis on apprend à donner un coup d'épée, puis on apprend à tirer à l'arc, puis on apprend de la magie, puis on apprend, puis on apprend. Quand on joue à Mario Kart pour la première fois, on ne démarre pas par la course la plus difficile. On commence par une course plutôt simple. Mais en même temps, si vous êtes un joueur expérimenté, vous n'allez pas démarrer par la course la plus simple. Donc, vous allez avoir des parcours adaptés, et ça va être important pour nous en formation de tenir compte des enseignements du jeu vidéo dans la création de nos parcours. Alors, si on regarde les éléments qu'on va doser, on va utiliser, par exemple, le storytelling, créer une histoire, raconter une histoire, contextualiser la formation. C'est pas je vais vous présenter les principaux éléments du nouveau produit. C'est on va voir par rapport au client ce que ça donne. On va effectivement après utiliser des activités variées. Par moment, on va mettre de la compétition. Alors, de la compétition par rapport à une activité. Vous avez 10 minutes pour résoudre telle énigme. La compétition n'est pas forcément entre joueurs. Des moments aussi de coopération, des moments où on va échanger, des moments où on va partager. Point très important, la notion de progression. Donner tous les contenus avant de pratiquer, c'est le meilleur moyen de perdre les apprenants. C'est comme si, pour vous apprendre à jouer au Monopoly, on vous expliquait toutes les règles. Non. On a tous appris à jouer au Monopoly progressivement. Et on va aussi doser. Si j'ai des apprenants qui connaissent bien, on va démarrer plutôt par de la pratique et du retour d'expérience et pas de la théorie. Et si j'ai des gens qui débutent, on ne va pas leur donner tous les éléments. On va peut-être démarrer par les 2-3 points utiles et faire en sorte qu'ils réussissent. Et puis, point très important, et on l'a vu par rapport à Stanislas Dehaene, la rétroaction, avoir des retours sur ce que j'ai fait, ce que j'ai vécu et comment. Et je vous conseille d'utiliser avec mesure les badges, les points et les récompenses. Si votre scénario est bien fait, ça vient en plus. Si votre scénario est pédagogique et mal conçu, c'est pas en donnant des billets, des badges aux apprenants qu'ils auront envie d'aller plus loin. Si on regarde aussi, et c'est important parce que par rapport aux jeux vidéo et aussi au mini-golf, parce qu'on retrouve ça, c'est important aussi pour être motivé de se voir progresser. Donc on va découper la formation en petits buts intermédiaires. Si j'ai 500 slides à présenter, très vite les gens décrochent. Si par contre je prévois des petites séquences et régulièrement à la fin des séquences, ils se rendent compte qu'ils ont appris des choses utiles, ils vont pouvoir... Alors, quel rapport avec le mini-golf? Quand vous faites du mini-golf, vous n'avez pas un parcours avec 550 points à gagner. Vous allez commencer par un premier parcours très simple, tout droit, dans lequel vous allez vous rendre compte que c'est assez simple. Et puis progressivement, on va aller sur des activités plus compliquées. Si dès le début, je vous mets une activité de mini-golf difficile, la majorité des gens vont s'arrêter. Le deuxième point après, ça va être effectivement que les apprenants se sentent capables d'eux. Et donc, on doit prévoir dans nos scénarios beaucoup de moments dans lesquels on va débriefer, capitaliser et leur donner des choses qui leur permettent de se sentir capables, après la formation, de mettre en œuvre. Ce qui implique dans la conception pédagogique d'enlever beaucoup de contenu inutile.
Il vaut mieux se focaliser sur quelques points qu'ils soient capables de faire pour aller plus loin que de tout leur donner. Je dois former sur un outil informatique nouveau, présenter les 352 manipulations possibles, c'est le meilleur moyen de démotiver même les plus courageux. Par contre, les faire travailler sur les quelques manips clés utiles et puis comment se servir de l'aide pour aller plus loin est un bon moyen qu'ils continuent. Et c'est là aussi un des apports de la gamification. On n'est pas dans le jeu, mais on est bien sur comment éviter que les apprenants décrochent. Alors, dernier point, je voulais vous présenter, puis ensuite je répondrai à vos questions. Quelles sont les conditions de réussite de la création d'un jeu vraiment pédagogique? Alors, si on regarde, déjà, quand on va gamifier une formation, je vous déconseille de partir du jeu. On va d'abord partir, et c'est un point, alors ça paraît évident, mais le game designer, quelqu'un qui va créer un jeu, va souvent partir du jeu. En tant que concepteur pédagogique, je vous conseille, mais ça paraît une évidence, mais je le rappelle systématiquement, on va partir des besoins du métier. On va partir des besoins des apprenants, des participants. Ensuite, on va scénariser la progression et on va toujours se poser la question de comment rendre les apprenants capables d'eux. Et c'est seulement après qu'on va se dire quel jeu ou quelle activité je vais utiliser. Alors, première étape déjà, quelles connaissances, quelles compétences, quelle aptitude voulez-vous que les apprenants soient capables d'eux? Et ne pas commencer par le jeu ou un jeu. Ça, c'est un piège majeur, car le jeu va s'intégrer dans un scénario. À la fin de la séquence, je veux que mes apprenants soient capables d'eux, qu'ils aient progressé sur, qu'ils aient maîtrisé le. Le deuxième point, ça va être après, quel est votre scénario pédagogique? Et oui, on va d'abord faire un scénario pédagogique, on va découper son timing, et c'est là on va se rendre compte que finalement, pour cette séquence, j'ai une demi-heure. Et bien, si j'ai une demi-heure, je ne vais pas utiliser le même jeu ou la même activité ludique que si j'ai 1h30. Et d'ailleurs, si j'ai 1h30, je vous conseille de la découper encore. C'est fini maintenant le temps où on va jouer pendant 1h30. Il vaut mieux faire un jeu qui va durer 10 minutes, qu'on va débriefer, exploiter, puis ensuite on va le continuer, puis ensuite on va le continuer, plutôt que de faire un gros jeu. Alors, bien sûr, il y a des contre-exemples, mais maintenant, ce qui va être intéressant, ce sont des jeux rapides et puissants. Et puis, on va se dire à ce moment-là, ok, mais mon jeu, mon scénario, que doit-il apporter? Bah voilà, on est au début de la formation, il doit donner envie. On est en début d'après-midi, il doit en même temps réveiller les apprenants et en même temps revenir sur ce qu'on a vu le matin et en même temps commencer à ouvrir le sujet. Moi, je suis favorable au brise-glace à condition que le brise-glace ne soit pas gratuit. C'est-à-dire, on va prendre un brise-glace qui a du sens par rapport au sujet. Si on est sur la conduite de projet, autant prendre un brise-glace qui a du lien avec la conduite de projet. Et si je prends un exemple, je vous présente la baguette magique. Alors, je l'ai appelée la baguette magique, mais le principe, c'est quoi? C'est qu'on prend des apprenants, ils se mettent de chaque côté de la baguette magique et on leur demande, en mettant les 2 doigts en dessous de la baguette, de la baisser jusqu'au sol. C'est une activité très intéressante, très sympa, très agréable, qui permet aux gens de bouger. Sauf que, comme je l'ai mis en bas du slide, le travail consiste rarement à poser en équipe une baguette géante sur le sol. Donc on va d'abord débriefer, mais on va l'insérer, par exemple, dans un scénario. Imaginons, je fais une séquence sur la gestion de projet pour débutants. J'ai peut-être démarré par un photolangage pendant 15 minutes rapide pour avoir les premières représentations. Puis ensuite, commencer à lancer quelques pistes de réflexion, apporter quelques éléments, le faire vivre via le jeu pour qu'ils se rendent compte qu'entre ce qu'on avait dit et la réalité, il y a un écart, puis débriefer ce qui s'est passé, puis continuer mon scénario pédagogique. Donc, on doit vraiment avoir une réflexion de « je vais insérer une activité ou un jeu dans un scénario construit ». Point aussi très important, et vraiment c'est un piège majeur, je vois beaucoup trop de jeux qui ont été proposés en partant du jeu à la mode. Le Marshmallow Challenge, le boîtier de vote sur son smartphone, etc. Si vous avez un seul jeu, si vous connaissez un seul jeu, le risque, c'est que vous vous serviez de ce jeu pour tout. Plus vous connaîtrez de jeux, plus vous connaîtrez d'activités variées, plus votre pédagogie sera efficace. C'est un peu comme les cuisines. Si vous avez une seule épice, vous allez en mettre en permanence.
Si vous avez de nombreuses épices, vous pourriez varier les plaisirs et en mettre plus ou moins. Et enfin, dernier conseil, une fois que vous avez fait ça, vous allez concevoir ou adapter votre jeu, parce qu'un jeu, c'est un dispositif qu'on doit modifier. Et ce qui est intéressant, c'est de rentrer dans le dispositif, de rajouter, d'enlever, et puis de tester. Alors, j'ai repris les conseils d'Aurélien Lefrançois, qui est un très bon game designer. On doit tester, on doit tester, on doit tester, et puis faire, refaire, et au bout d'un moment, arriver à l'épure, parce qu'un bon jeu pédagogique est un mauvais jeu. Je répète, un bon jeu pédagogique est un mauvais jeu. Il doit être super simple, il doit être très facile à animer et il doit pouvoir être utilisé par des non-joueurs. Si on doit expliquer longuement les règles, c'est qu'on est passé à côté de l'objectif du jeu pédagogique. Alors, en conclusion, si on regarde, pour utiliser efficacement la gamification pédagogique, déjà, avoir une culture ludique. Acheter des jeux, regarder des jeux, aller dans des magasins et acheter des trucs pour, voilà, vous voyez, j'ai acheté ces petites balles en plastique et ça peut être aussi bien utilisé pour on se lance la balle et on répond à des questions, comme ça peut être finalement, je vais utiliser ce jeu pour autre chose. Pour l'instant, je n'ai pas encore forcément d'idée, mais ayant ces balles avec moi, je peux tout à fait à un moment donné m'en servir comme brise-glace, comme energizer ou pour autre chose. Dans l'agilité, par exemple, on utilise ces jeux, on utilise ces balles pour les faire passer entre apprenants, pour illustrer l'importance, grâce à des itérations, c'est-à-dire des moments où on se concerte pour améliorer, comment on va réduire le temps de passage d'une balle dans un groupe. Vous avez après, et c'est important, quand on va créer un jeu, de connaître le sujet à traiter. Je vois trop souvent des jeux dans lesquels on plaque des contenus qui servent à rien. Si vous faites une formation sur le management, il faut déjà avoir identifié les contenus intéressants. Puis ensuite, on va avoir différents éléments qui vont permettre effectivement de pouvoir concevoir un jeu ou du jeu ou de la gamification pédagogique dans une formation. Alors maintenant, je vous propose qu'on passe à la dernière étape et que je réponde à vos questions. Alors, donc, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des points? Je vois qu'il y a des apprenants qui échangent et c'est super intéressant parce que, donc merci pour Dixit comme photolangage. Effectivement, Dixit, c'est super intéressant. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des points, des éléments sur lesquels vous souhaitez que je revienne? Alors, pour ceux qui souhaitent en savoir plus, vous pouvez me suivre sur LinkedIn, vous pouvez aller sur notre site, c'est www.eicos-concept.com. Alors, vous parlez de briques ludiques. Oui, je parlais de briques ludiques parce que, en prenant l'exemple du Lego, on va bien aller se servir d'une brique. Cette brique peut durer 2 minutes, peut durer 5 minutes, et on va agréger ces briques avec des moments où on va être dans le ludique et des moments où on ne va pas être dans le ludique. J'ai rien contre des séquences d'apport. J'ai rien du tout contre des séquences d'échange. J'ai rien du tout contre des séquences de pratique dans lesquelles il n'y aura pas forcément de ludique. Donc, on va concevoir un scénario un peu comme un montage d'un Lego, mais ce n'est pas pour autant que toutes les briques vont être ludiques. Alors, comment suivre vos meet-up? Vous allez sur Meetup. Alors, Meetup, sur le site, sur Internet, vous tapez Meetup, et le Meetup s'appelle « Réinventer la formation en présentiel ». Vous vous inscrivez, et moi, j'envoie régulièrement, quand j'organise un Meetup, une invitation. Vous vous inscrivez, vous venez, et puis on partage, on échange, et ensuite je publie systématiquement les travaux qui ont été effectués par les groupes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je regarderai après toutes les questions que vous avez posées. Ah, comment savoir quand nos pros... Oui, c'est une très bonne question. Alors, attendez, j'ai eu beaucoup de stagiaires terrorisés. Oui, ah là là, mon Dieu, le jeu de rôle, le jeu de rôle. Il m'arrive au démarrage de formation, quand je dis, voilà, dans la formation, nous allons utiliser le jeu de rôle, de voir des apprenants qui prennent du recul. Pourquoi? Il y a eu très souvent le jeu de rôle où ils étaient filmés, et puis pendant 3 heures, on décryptait, vous avez touché votre nez, ça veut dire que, vous avez touché votre oreille, ça veut dire que. Finalement, ce qui est intéressant dans le jeu de rôle, c'est la mise en situation. On doit être extrêmement protecteur. C'est juste une mise en situation, c'est un cas décalé, c'est un exemple, c'est pas la réalité. Et quand on va débriefer le jeu de rôle, on va démarrer par déjà l'apprenant qui est passé, qu'est-ce qu'il a réussi.
qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qu'il ferait différemment, éventuellement qu'est-ce qui l'améliorerait, puis après demander aux autres apprenants, et vous, dans ce que vous avez vu, qu'est-ce qu'il a bien fait, qu'est-ce qu'on peut lui piquer, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter, qu'est-ce qu'on pourrait compléter, et puis éventuellement faire refaire, mais absolument pas faire du jeu de rôle comme si c'était la vérité vraie. Alors, comment savoir qu'on ne propose pas trop de jeux? Toujours avoir en tête les objectifs de la formation. À l'issue de la formation, de la séquence, de l'atelier, les apprenants seront capables d'eux, où ils auront progressé, où ils auront compris, où ils auront échangé. Si par exemple, j'ai un atelier d'1 heure sur mieux travailler en équipe, si pendant 1 heure, je fais un jeu dans lequel ils travaillent en équipe, bah à la fin, ils auront juste vécu une expérience de travailler en équipe. Si par contre, je me dis j'ai 1 heure, ça veut dire qu'il faut qu'on garde un quart d'heure à la fin pour échanger sur comment ils vont le mettre en œuvre concrètement. Ça veut dire qu'il faut, ça veut dire qu'on va avoir peu de temps de jeu, et le jeu doit être sur quoi? À mon avis, sur le fait que c'est pas si facile de travailler en équipe, et que travailler en équipe, ça peut être l'importance de se retrouver ensemble, ça peut être l'importance de ne pas être d'accord, ça peut être, en tout cas, toujours se dire le jeu est un moyen pour. Alors, un stagiaire n'est pas un comédien, absolument. Alors, quand je vous présente la hutte du chef, pourquoi est-ce que j'ai créé la hutte du chef il y a des années? C'est qu'en lisant une première fois les interactions entre Quartier Chic et Stylo Bix, il n'y a pas de mise en scène, ça les prépare en étant voilà. D'abord, ils lisent, ensuite on débriefe, et seulement après, quand on a fait 2 ou 3 dialogues, on commence à faire des jeux de rôle. Et le fait de rentrer progressivement dans cette dynamique fait que systématiquement, les apprenants se prêtent au jeu. Si je démarre directement en disant on fait des jeux de rôle dans le village gaulois, ça marche beaucoup moins bien. Avez-vous une bibliothèque de jeux facilement accessible? Je vous conseille d'acheter les jeux de Tiagui, qui sont traduits en français, qui sont vraiment très intéressants. Alors, ce sont des jeux cadres. D'ailleurs, Tiagui le dit très très bien. Les jeux cadres, ce sont des séquences scénarisées avec un peu de ludique qui permettent d'atteindre des objectifs qui fonctionnent très très bien. Alors, je vous conseille de démarrer par les jeux cadres. Et puis ensuite, si vous voulez, je publierai, je vous enverrai après le webinaire 2-3 liens vers des bouquins qu'on peut acheter sur Amazon et qui sont assez bien faits sur les jeux possibles. Là, je ne m'en souviens plus. Voilà, vous avez effectivement mieuxapprendre.com. Et franchement, quand on débute dans la gamification pédagogique, c'est un bon début. Mais attention, il y a beaucoup de gens actuellement qui vous disent « je suis un expert de la gamification pédagogique parce que j'utilise Tiagui ». Tiagui, c'est une partie de la gamification pédagogique. Il y a bien d'autres choses qui sont utilisables. Donc, oui, Tiagui, c'est formidable, mais ça ne se résume pas, la gamification pédagogique, à Tiagui. D'ailleurs, Tiagui, en dehors de ces jeux cadres, a d'autres bouquins, mais qui sont, eux, en anglais, dans lesquels il présente des jeux. Moi, j'ai fait son séminaire il y a 8-10 ans, alors que j'avais 20 ans de pratique. Il y a plein de choses que je savais déjà, mais il y a plein de choses que j'ai appris, donc c'était super intéressant. Voilà. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? Donc, merci à Stéphane pour mieux apprendre. Merci à Régis qui a donné les coordonnées du meet-up. Il est 11h48. Je réponds. Attendez, je vois s'il y a des questions. Y aura-t-il un replay? Voilà, donc ça n'a pas changé. Est-ce qu'il reste une ultime question que je vous réponde? Voilà, si vous avez... Alors, toi nous demande quels sont les points d'attention si on souhaite mener une partie. Vous avez un auteur que j'apprécie qui s'appelle André Tricot, T-R-I-C-O-T. André Tricot travaille beaucoup sur les impacts du numérique dans l'apprentissage. Alors lui, il travaille en SP, donc c'est plutôt sur les jeunes, mais c'est super intéressant. Il a écrit 2 bouquins, Apprendre avec le numérique et les neuromythes et la pédagogie. Et il a formalisé, il parle du fait que dans l'engagement, vous avez ce qu'on appelle, alors vous avez inattentif, c'est-à-dire je regarde en dehors de la salle. Dans ce cas-là, il ne se passe rien. Vous avez après passif. Être passif, c'est je prends des notes, je formalise ce que je suis en train d'apprendre. Et ça, c'est intéressant. Vous avez après actif, c'est-à-dire j'agis, je réfléchis, je pense. Vous avez après, je cherche
à utiliser ce que j'ai appris. Mais ça prend beaucoup plus de ressources que cognitives. Et vous avez enfin interactif, c'est-à-dire j'échange avec mes pairs. Et le retour d'expérience, c'est si on fait que du jeu, que de l'interactif, on épuise les apprenants. Donc on doit avoir des moments forts dans lesquels on va les mettre en situation et des moments beaucoup plus faibles dans lesquels on va les amener à réfléchir, à penser. Après un jeu, même s'il a duré 10 minutes, ça va être OK, qu'est-ce que vous en retirez, qu'est-ce que ça a donné. Bon, maintenant, réfléchissez, travaillez chacun sur, ce qu'on a appris, comment ça peut vous être utile. Puis au bout de 3 minutes, maintenant vous avez réfléchi, échangeons. Donc ce qui va être important, c'est de ne pas faire je. Ça va être de varier. Donc je vois qu'il y a des livres super intéressants. Quel est votre point de vue sur les pratiques actuelles? Quel pourcentage d'animation catastrophique? Alors, j'ai préféré, durant le webinaire, je vous ai parlé des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Bien évidemment, il y a des très bons concepteurs pédagogiques qui savent utiliser le jeu. Pourquoi est-ce que je milite pour que la gamification pédagogique soit bien utilisée? À partir du moment où elle est bien utilisée, nos clients vont avoir une vision positive du sujet. Si elle est mal utilisée, il y a un risque qu'ils disent la gamification pédagogique ne sert à rien. D'accord? Donc, alors, il est 11h51. Ce que je vous propose, je vais regarder après le chat et puis je vais répondre à certaines des questions avec 2-3 lignes. Et comme j'ai vos mails à travers votre inscription, on vous enverra un petit document qui reprendra mes différentes réponses. D'accord? Donc, il est 11h51. Ce que j'aimerais savoir, c'est que vous disiez dans le chat, alors de 1 à 5, 1 c'était nul, j'aurais pas dû venir, c'est horrible, c'est affreux, à 5, merci beaucoup, c'est formidable. Le retour sur investissement du temps, voilà, ça s'appelle un ROTI, mais je voulais pas utiliser le terme technique, donc c'est Return on Time Invested. Et donc, je vous propose qu'on reste en contact soit à travers LinkedIn, soit à travers le Meetup, soit à travers un futur webinaire. Donc, je vais maintenant terminer ce webinaire dans lequel j'ai dû faire des choix. Ça aurait pu durer 2 heures, mais c'est pas le but. Donc, on se retrouvera. Le prochain webinaire à la fin du mois de juin, je vais aborder la nécessité de faire monter en compétence les relais. De plus en plus, ça va être important de s'appuyer sur des experts, des formateurs occasionnels, des managers. Et ce sont des personnes qui ne sont pas forcément très à l'aise ou habituées à animer des séquences de formation, où c'est là où la gamification pédagogique peut permettre à des personnes dont ce n'est pas le métier d'animer plus facilement certaines séquences. C'est plus facile d'animer une séquence bien construite que d'animer un PowerPoint. Sur ce, je vous dis merci à tous. Et oui, 45 minutes, c'est trop court, mais je préfère vous donner un peu de frustration que de vous saouler. Sur ce, merci encore. Bon vendredi, bon week-end et à la prochaine. Au revoir.